Bien, sur notre réunion, tout d'abord, on a accueilli avec beaucoup de bonheur et d'enthousiasme Laurence Harribagé qui a remporté une belle victoire dimanche dernier aux élections législatives. C'est la 9e partielle de suite que le PS perd. Et vraiment une belle victoire, puisque 62%, un PS complètement effondré et un Front National à moins de 10. Donc c'est aussi l'occasion de rappeler que la marque UMP, c'est une marque gagnante aux législatives, ça fait au moins 9 fois qu'on le vérifie. Et voilà, donc c'était un bon moment d'enthousiasme après les élections européennes, de montrer que les Français ne se trompent pas non plus dans les élections. Alors ensuite, sur les deux sujets majeurs qu'on a évoqués, le sujet de la loi Taubira, qui va nous occuper cette semaine, avec tout d'abord un sujet de forme, c'est-à-dire qu'on a à la fois le temps programmé limité à 30 heures et en même temps la procédure d'urgence que rien ne justifiait, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'utilisation de la procédure d'urgence pour convenance personnelle de la ministre qui, si on l'a bien compris, a envie de vaquer à d'autres occupations cet automne. Enfin, c'est invraisemblable sur le plan de la forme, la manière dont ce texte aurait été étudié, puisque je vous rappelle que depuis le mois d'octobre, le gouvernement en a parlé, et le gouvernement est maître de l'ordre du jour. Il l'a inscrit aujourd'hui, on l'inscrit en urgence parce que Mme Taubira aura autre chose à faire à l'automne. Au-delà de ça, il y a deux sujets, alors il y en aura beaucoup d'autres, nous allons... j'en profite pour vous redire, notre orateur, c'est Georges Fenech, et qui défendra aussi une motion de rejet, et puis Éric Ciotti qui défendra, lui, la motion de renvoi. On a deux points majeurs au-delà de tous les autres, c'est la suppression des peines planchers, et puis la création de la contrainte pénale qui va très loin, puisque là aussi il va y avoir besoin d'avoir un éclaircissement entre la position du Premier ministre, la position du garde des Sceaux et la position du groupe PS. On est sur trois positions radicalement opposées. Je ne sais pas où on en est dans les arbitrages sur ce sujet, mais on a bien compris que la position du groupe PS était en fait un sous-marin de Mme Taubira. Et nous, on est là sur deux sujets fondamentaux et sur lesquels on va livrer bataille. L'autre point, c'est la réforme territoriale. Sur la réforme territoriale, tout d'abord, je rappelle que nous avons toujours été favorables à une réforme territoriale. D'ailleurs, non seulement nous l'avons mis en place, nous l'avons votée, puisque cette réforme, nous l'avons initiée en 2010, on l'a votée, et la décision de cette majorité a été de supprimer la réforme territoriale pour arriver dans un imbroglio invraisemblable, je vous rappelle, avec quand même un sujet sur lequel le président de la République et le Premier ministre changent 4 fois d'avis en 20 mois, ce qui relève du record, puisqu'il y a la suppression de la loi. Il y a ensuite ce système invraisemblable de nouveau découpage avec les binômes. D'ailleurs, système qui a été porté par Manuel Valls. C'est lui qui l'a défendu à l'Assemblée, avec des recours, des fragilités qu'on avait bien imaginées, des recours qui sont toujours pendants aujourd'hui même. Ensuite, on a un retournement de situation où Valls nous annonce qu'il est favorable à la suppression des départements, enfin des conseils généraux, mais que tout ça est reporté en 2020. Après ça, on nous explique que mais non, ça va être tout de suite dès 2015 ou 2016. Maintenant, c'est à nouveau 2020, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce système inique qui va consister à dire aux conseils généraux, écoutez, tout ça n'est pas bien grave, on va vous élire, certes, vous n'aurez plus aucune compétence puisqu'on va vider les conseils généraux de compétences, mais ne vous embêtez pas, vous serez élus. Voilà, l'essentiel est là, finalement. Donc, tout ça nous amène à dire trois choses. Tout d'abord, cette réforme, nous la souhaitons, nous l'avons votée, elle a été détruite par la majorité en arrivant. Et donc là, on se retrouve en face de quelque chose qui est fait dans la précipitation,
sans aucune concertation, avec une méthode invraisemblable. Hier soir à 20 h, le président de la République était encore en train de passer des coups de fil en fonction de ses amitiés, de ses inimitiés ou ses capacités de nuisance de tel ou tel baron ou baronne du PS dans les régions. Je pense que c'est jamais vu. Imaginons un instant qu'on ait fait, nous, le 10e. Je vous rappelle que quand on avait mis la réforme des conseillers territoriaux, les élus PS en étaient achetés des espaces publicitaires de 3 par 4 aux frais des conseils généraux. Ils achetaient ces espaces publicitaires pour contester la réforme. C'est vraiment n'importe quoi. On est dans une panique avec un président de la République et un Premier ministre qui ne savent plus clairement où ils vont. Et puis, l'autre question qu'elle se posait aussi, c'est quelle capacité ce gouvernement a aujourd'hui à porter une telle réforme. Quand on voit la fragilité de la majorité actuelle, je parle même plus de la majorité présidentielle qui a volé en éclats depuis longtemps, mais de la majorité parlementaire, la majorité au sein du groupe PS. Donc voilà les deux sujets, en sachant que bon, cette semaine, on sera essentiellement sur la réforme Taubira. Sur la résolution Guénaud. Alors sur la résolution Guénaud, on sera, donc elle n'a pas été retenue par la commission à article 26. Donc Henri Guénaud la défendra. Il y aura d'ailleurs un intervenant de gauche qui interviendra pour le soutenir, je crois, pour soutenir cette réforme. On est sur un sujet qui n'est pas... Ben non, s'il y a droit à un seul. C'est inintéressant d'ailleurs que ce soit quelqu'un de gauche qui le fasse. Bon, ensuite, sur le sujet de fond, on est sur quelque chose qui, de mon point de vue, touche vraiment à notre statut de parlementaire, c'est-à-dire à la liberté d'expression des parlementaires. On est en train de s'attaquer à la liberté d'expression des parlementaires, et bon, moi je soutiendrai la résolution d'Henri Guénaud. On adoptera, on a toujours dit sur ces sujets en groupe, il n'y a pas de position de groupe en tant que tel, mais une très grande majorité soutiendra bien sûr Henri Guénaud. Je pense qu'il y aura un certain nombre de voix de gauche également pour le faire, enfin du moins c'est ce qu'ils ont dit à ce stade. On verra à l'arrivée, Opération Vérité, tout à l'heure à 16h, enfin après les questions, à 17h. Vous n'avez pas du tout parlé des problèmes de l'UMP? Non, sur la question de... Non, mais attendez, ça fonctionne à réunion de groupe, comme on a l'habitude de fonctionner. On a pour ça un bureau, on a eu un bureau politique la semaine dernière, il y aura un autre bureau politique la semaine prochaine. Moi, ce que je peux simplement dire sur ce sujet, c'est que nous avons eu la semaine dernière un moment extrêmement difficile avec l'annonce de démission de Jean-François Copé, qui a présenté sa démission. Il l'a fait, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de dignité, de courage et de hauteur. Ensuite, le bureau politique, dans le même moment, a demandé, a confié à 3 de nos anciens premiers ministres d'assurer la gestion du mouvement jusqu'à l'organisation des primaires. Alors, il reste sans doute du congrès, pardon, jusqu'à l'organisation du congrès. Il reste sans doute, bon, d'ici là, un certain nombre d'ajustements sur le plan juridique à réaliser. On a un bureau politique la semaine prochaine qui sera chargé de le faire. Voilà. C'est pas simplement des ajustements juridiques, là, visiblement, on conteste finalement la légitimité. Non, il n'y a pas de... Je l'ai redit en réunion de groupe et cette position a été contestée par personne. C'est une décision du bureau politique, et je veux dire dans notre instance, on respecte la décision du bureau politique. On a 3 personnalités éminentes qui ont eu en charge de diriger le gouvernement de la France, et à partir de là, la position du bureau politique, cette position, elle n'a pas à être... Pourtant, vous pouvez pas nier quand même qu'on a des moratos qui contestent la... Oui, non, mais je ne nie rien, je vous dis les choses.
Le bureau politique est l'instance suprême de notre mouvement, elle a pris une décision, cette décision n'a pas à être contestée. Voilà, c'est tout. Ensuite, s'il y a des ajustements, et il y en aura à faire parce qu'il y a effectivement des points de droit à régler, ils seront réglés la semaine prochaine, et c'est en aucun cas en réunion de groupe qu'on fait ce genre de choses. Jean-François Copé est d'accord avec ce que vous dites, il partage J'ai redit cette position, elle n'a souffert d'aucune contestation, et c'est, de toute façon, ça n'est pas dans le cadre du groupe. On règle ce genre de choses. Il y a un respect des instances, de la même façon on ne cale pas des positions sur des amendements sur les questions d'actualité au bureau politique, c'est le groupe, donc les choses sont ainsi organisées et ça tâche un minimum de forme. Lorsque viendra au Parlement la discussion sur la fusion des régions, est-ce que vous avez déjà des propositions à faire concrètes Nous, la proposition très concrète, c'est la nécessité d'avoir une réforme territoriale. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur le conseiller territorial, et ça reste ça notre socle qui permet de rassembler départements et régions et de le faire dans la douceur. Et ensuite d'avoir le débat sur les compétences, etc. Mais d'abord, il faut repartir de ce socle avec des élus, oui, mais c'est notre position, avec des élus qui ont un ancrage territorial. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme? On n'en sait rien. On sait simplement qu'un président de la République qui, nuitamment, entre 20h et 21h, en fonction, au gré des coups de fil qu'il a avec les uns et les autres, modifie les découpages des régions. Enfin, c'est quand même invraisemblable, c'est du grand n'importe quoi. Ça n'a jamais été fait auparavant. Non, parce que ça a toujours été fait dans la concertation, quelles qu'aient été les réformes qui ont été faites. Là, de changer de position, de dire les Pays de Loire sont avec la Charente à 20h et à 20h30 parce qu'il a eu tel ou tel président de région, c'est plus le cas, on les rebalance de l'autre côté. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est bon qu'il est à l'écoute du terrain. Ah oui. Oui. Pas n'importe quel terrain. Non, je pense qu'on n'est vraiment pas au niveau. Est-ce que vous estimez que les régions... Est-ce que vous estimez que les régions doivent pouvoir être démantelées dans certains cas? Moi, je pense qu'on ne prend pas la réforme dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à y aller de cette manière, au gré des amitiés et des capacités de nuisance des uns et des autres, oui, mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est comment on organise ce millefeuille. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut revenir par l'ancrage sur le terrain, vers la logique des territoires qui ont des spécificités. Je vais vous prendre moi deux secteurs en Seine-et-Marne, un département que je connais bien. Quand je suis chez moi et que je veux regrouper 50 000 habitants, pour regrouper 50 000 habitants en mettant Provins à l'intérieur, qui fait 13 000 habitants, j'ai besoin de 60 communes. Quand je suis à Chelles, Brice Rabas, qui est maire de Chelles, lui, pour avoir 50 000 habitants, c'est une ville. Donc quand on parle réseau de transport, ça ne veut absolument pas dire la même chose. Il y a besoin de politiques spécifiques, parce qu'il y a un coût à la personne transportée qui est complètement différent en rural qu'en urbain. Lorsque l'on est sur la garde, sur la petite enfance, on est de la même façon sur des sujets totalement différents. Sur la gestion des collèges, sur la carte scolaire, ce sont des approches différentes. Et c'est pour cela que le point d'ancrage, le conseiller territorial, c'était des élus ancrés sur le terrain. Et ensuite, on avançait vers le rapprochement département-région avec un débat sur le basculement des compétences. Or là, aujourd'hui, on fait cette carte sur un coin de table, mais qui ne veut absolument rien dire. Je le prenais sous un angle agricole. Entre le paysan du plateau de Millevaches et le céréalier Beauceron, c'est-à-dire entre l'Eure-et-Loire et le Limousin, n'a aucune consistance, et donc on ne peut pas commencer de cette manière. Dans votre réforme, il n'était pas question de toucher au périmètre des régions. Non, à ce stade, non. Je ne dis pas qu'à certains endroits, on n'y serait pas arrivé, mais ce n'était pas ça. Or, c'était visiblement des principaux soucis, c'est justement de faire, entre guillemets, des régions à dimension européenne. Oui. Vous, votre réforme, elle n'allait pas du tout vers ça. Non, mais elle allait vers des vraies économies substantielles, avec une réduction significative du nombre d'élus. Or, là, où sont les économies?
Mais où sont les économies là? Aucune. On n'a pas parlé du mode de scrutin. Dans votre système, vous diviez le nombre d'élus par 2, Oui. mais vous multipliez par 2 leur revenu. Non, 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 non. À l'époque, si. Non, 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 on ne multipliait pas par deux. Non, 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 enfin honnêtement, non. Enfin, moi, je crois que le sujet n'a même pas été mis dans la loi. On n'a même pas établi. Non, 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 honnêtement. Il y avait compensation. Oui, etc. mais la compensation, enfin, là-dessus, en plus, moi sur les élus, j'ai toujours eu un discours, vous me l'avez entendu là-dessus, sans ambiguïté. Je considère qu'on est dans le populisme à expliquer qu'il faut en permanence baisser le montant des indemnités des élus, des frais de représentation, etc. Tout ça, c'est faire le lit du populisme. Et vraiment, quand on veut assumer des responsabilités comme celle-là, il y a besoin, un élu, soit il y consacre du temps, et donc il est indemnisé pour cela, et c'est pas en rognant à certains moments sur un billet RFM ou quoi que ce soit, vraiment qu'on fait des réformes de fond. Il faut avoir un peu de courage et d'honneur. Ouais. Comment vous allez aborder justement le débat parlementaire? Est-ce que vous allez l'aborder dans un point de vue très général sur le problème des compétences de la gouvernance Sur la etc. territoriale. Oui. Ou alors est-ce que vous allez l'aborder localement, c'est-à-dire département par département? Non, on va d'abord attendre d'avoir un texte. On n'a aucun texte. C'est-à-dire que là aussi, on a un président de la République qui, je vous dis, entre 20h et 21h, à coup de crayon et coup de fil, sort une carte qui vient de je ne sais pas où. Oui, mais enfin, tout ça se cale hier soir. Avec, au gré du président de région qui a gueulé le plus fort au téléphone, qui obtient une modification. Non, mais c'est comme ça que ça se fait. Enfin, où sont les critères de bassin économique, de bassin de population, de concertation? Mais tout ça, on s'en fiche. Simplement, voilà, on est de la promotion Voltaire ou pas, et donc ça vaut pour faire un regroupement. Invraisemblable la manière dont on mène des réformes. Un 20e département, je prends